Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'Entretien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, dans l'Entretien, je reçois une personnalité pas vraiment connue du grand public. Et pourtant, il est l'un des initiateurs de ça, cette jolie bouteille de lait que l'on commence à voir dans pas mal de grandes surfaces. D'ailleurs, ça ne ressemble pas complètement à une bouteille de lait. Mais en tout cas, c'est un lait qui est produit ici en Loire-Atlantique, à Remouillé, dans une laiterie dont les actionnaires sont les éleveurs, les producteurs de lait. Tout est local, tout est maîtrisé en circuit court, pas d'intermédiaire. Ça s'appelle Aide en direct des éleveurs. Et cette laiterie a l'esprit, peut-être que l'esprit coopératif. On va en parler avec Fabrice Aigron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cofondateurs de cette aventure et le président donc, en direct des éleveurs, mais plus précisément de l'entreprise qu'il y a derrière tout ça qui s'appelle De vous à nous. Alors on va tout raconter de cette histoire qui marche bien, qui ressemble à une espèce de success story. Avant, un mot sur vous quand même. Vous êtes un éleveur, mais vous ne l'avez pas toujours été. C'est-à-dire que vous avez travaillé avant dans la nutrition animale. Oui, entre autres, hein, comme tout à chacun, on a chacun notre histoire et notre parcours. Hein. Moi, je suis fils, petit-fils d'agriculteur. Hein. Je suis installé depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, en 2006, avec mon frère, derrière mes parents et mes grands-parents, mon oncle. Et oui, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans l'alimentation animale en faisant du suivi technique auprès des éleveurs. Donc vous étiez quand même sur le terrain, au contact des éleveurs toujours, tout le ouais, temps. Toujours. Donc ça a dû vous aider même pour ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a dû développer une attention particulière à comment on s'occupe des bêtes, comment on les nourrit, qu'est-ce qu'on veut pas. Je dis ça parce qu'on va en parler, mais le lait de Remouillé, il est présenté, il a fait des choix, il y a une charte quoi, très précise. Tout à fait, ouais. Les 15 années d'expérience ont servi... entre autres dans le projet, à apprendre, à écouter tout ce qui s'était passé avant, tout ce que j'avais pu rencontrer auprès d'éleveurs. Même moi, en tant qu'éleveur, je me suis servi de l'expérience de tous les gens que j'ai rencontrés les 15 premières années de ma vie d'actif. Qu'est-ce qui fait qu'en 2006, vous vous installez en tant qu'éleveur vous quittez l'autre côté, la nutrition animale, et avec votre frère, vous l'avez dit, en 2006 voilà. Un vrai choix personnel, déjà de revenir travailler avec mon frère sur l'exploitation familiale. J'aurais pu, une dizaine d'années avant, et je n'étais pas prêt. Là, il y a eu une opportunité, un de nos voisins et cousins qui avait décidé d'arrêter la partie lait pour se consacrer à la volaille. Donc une opportunité, et en fait, moi, en l'espace d'un mois, j'ai eu le choix entre de revenir sur l'exploitation ou partir, on va dire, sur de l'international en nutrition, parce que j'avais ces possibilités-là. J'ai fait un choix qui était un choix personnel, un choix familial, et j'en suis très très content encore aujourd'hui. Et c'est à Montbert. Et c'est à Montbert, oui. Voilà. Et donc, il y a quelque temps, alors vous allez nous dire combien de temps, est né un projet. Est-ce qu'il est né dans votre tête à vous, ou est-ce que d'emblée ça a été un projet collectif de créer sa propre laiterie en Loire-Atlantique? Mais il est né depuis 2008-2009. Il a germé dans la tête de quelques éleveurs, parce qu'on était 6 à l'origine. Il n'est pas né d'un seul coup comme ça. C'est les pressions, ou en tout cas la crise agricole, qui nous a amené à réfléchir et à se poser une vraie question fin 2010, qui était de se dire mais comment on va faire pour être encore éleveur laitier dans nos fermes en 2020 ? Et en fait, c'est la question qu'on s'est posée. Les éleveurs, à ce moment-là, dans les années 2008-2009, on ne se projetait pas trop. Pas du tout, pas du tout. La crise est arrivée, on ne voyait même pas 15 jours. Donc l'idée, c'était de se dire, mais comment on fait pour être encore là, en 2020, à faire notre métier? Et c'est la question qu'on a essayé de répondre pendant les 2-3 années qu'on suivit, 2011, 12 et 13, en se disant, mais comment on va faire? Et on a mis plusieurs opportunités, on a travaillé au fur et à mesure sur plusieurs scénarios, pour arriver à fin 2013 à dire mais il faut qu'on produise, qu'on transforme et qu'on vende nous-mêmes. Maintenant, comment on fait? Et ça, c'est le cœur de ce qui se passe à Remouillé. Vous allez nous le décrire un petit peu en direct des éleveurs. On a montré la bouteille de lait tout à l'heure, qui ne ressemble pas vraiment à une bouteille. Maintenant, c'est une poche. Voilà, c'est une poche. C'était une manière, en termes de marketing, c'est bien vu. Ça vous démarque clairement des autres producteurs et distributeurs de lait. Voilà. Mais c'est un choix d'éleveur, ce n'est pas un choix marketing. Oui, mais les éleveurs peuvent faire du marketing, non? Voilà, c'est ce qu'on veut essayer de faire dire aussi à tous les éleveurs, c'est de dire, mais on a des choix, nous, qu'on doit assumer, qu'on doit faire, et on a certainement beaucoup plus de compétences qu'on veut bien nous laisser entendre. Alors, dans cette laiterie de Remouillé, on reçoit du lait qui vient que des Pays de la Loire? Non. Et Poitou-Charentes? Oui.
Voilà, c'est ça. Bon, c'est local quand même, ça reste... On a fait 2 tournées en fait, parce qu'on avait une problématique dans la laiterie qui était, déjà, la première chose, c'est de dire qu'on va transformer, c'est un gros investissement financier et humain. Parce qu'on s'est dit, produire c'est bien, transformer, d'accord, mais il faut que ce soit nous qui faisions tous les choix. Donc il y a un gros investissements financiers et on s'est dit il faut qu'on soit sécurisé, donc on va le faire à 2 régions. Donc on a formé 2 groupes dans la région 1, Pays de Loire, et l'autre Nouvelle-Aquitaine, pour pouvoir démarrer, faire que le projet soit viable économiquement avant de dire après on va aller chercher d'autres régions ou d'autres éleveurs au sein d'une même région. Ça veut dire qu'économiquement, vous parlez d'investissement, ce sont des éleveurs qui sont aujourd'hui actionnaires de l'entreprise, mais qui ont investi donc. Tout à fait. Qui se sont endettés pour ce projet. Oui. Hein, ils ont emprunté de l'argent, évidemment. Ce sont des millions d'euros investis pour cette laiterie. Alors, on a fait aussi un montage qui permet aux éleveurs d'investir et aux éleveurs d'avoir la maîtrise de l'outil. Par contre, on n'est pas actionnaire à 100%. On a fait 2 montages. Un montage immobilier qui est fait avec la région et le département, qui nous permet d'avoir une structure immobilière ensemble. Ce n'est pas juste la région et le département qui l'a fait. Ce n'est pas des subventions. C'est un investissement régional et départemental qui rapporte de l'argent aux collectivités, qui leur permet aussi d'investir dans d'autres endroits. C'est important de le dire parce que certains disent aujourd'hui qu'on a été subventionné. Ce n'est pas vrai. Et ça, vous n'aimez pas qu'on dise ça, hein? Non, parce que l'idée, vraiment, c'est que notre projet doit être viable économiquement et durable. Donc la subvention, si c'est pour faire quelque chose qui est subventionné par tout le monde, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est vraiment économiquement être viable, démontrer que le système du circuit court, tel que nous on le propose, il fait économiquement vivre du monde, des éleveurs, mais aussi des salariés, des territoires. Oui, parce que quand on dit circuit court, c'est que le lait qui arrive donc d'éleveurs des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, il est entièrement transformé et il finit dans ces poches qu'on a vues tout à l'heure. Il arrive cru voilà. Et il ressort dans les poches en lait UHT longue conservation. Tout est fait quand on dit que c'est du circuit court, c'est ça. Parce qu'après, il va directement dans des magasins directement du secteur. Chez des distributeurs qui sont partenaires. Voilà. Et donc le lait qui est fait en Pays de Loire est revendu en Pays de Loire. C'est-à-dire que vous n'exportez pas votre lait, vous ne l'envoyez pas non plus non, puisqu'aujourd'hui on en manque. On en manque oui. Aujourd'hui, rien que pour les Pays de Loire, on manque déjà de lait pour fournir l'ensemble des magasins, de nos partenaires, mais aussi d'autres magasins qui voudraient avoir le lait. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de les fournir. Il faut qu'on trouve d'autres éleveurs. Donc quand on dit sans intermédiaire, quels intermédiaires vous avez réussi à effacer dans le montage et dans le fonctionnement, à remouiller? Donc en fait, c'est le système qu'on a changé. Avant, vous avez un agriculteur ou un ensemble d'agriculteurs qui livrent soit dans une coopérative de transformation laitière, soit chez un privé, n'importe, et qui après s'occupe, lui, de faire sa transformation et le dispatcher. L'idée, c'était de se dire, nous, il faut qu'on connaisse où notre lait va et ce qu'on en fait, ce qui était auparavant quasi impossible. Donc en ayant notre propre outil, on suit notre lait. Donc notre lait, quand il part de la ferme, il va dans un camion et ce camion, il est tracé en totalité. C'est-à-dire qu'un consommateur, lorsqu'il prend la brique, on est capable de lui dire c'est tel éleveur qui est dedans, ça a été produit tel jour, ça a été transformé tel jour, et voilà la liste des éleveurs qui sont dans notre poche de lait. D'accord. Ils sont combien les éleveurs, en l'occurrence, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, en Pays de Loire, il y a 7 exploitations qui représentent une quinzaine d'éleveurs, et on a 8 exploitations en Nouvelle-Aquitaine qui représentent ces éleveurs. D'accord, et on en parlera, mais le but, c'est encore de développer. Donc ça reste encore à taille humaine, au fond. Il faut que ça reste à taille humaine, même demain. Ouais. C'est-à-dire que notre outil n'est pas fait pour demain être multiplié par 5 ou 10 sur remouillé. Si demain, on doit avoir les ventes qui sont multipliées par 5, ça voudra dire qu'on aura fait 3, 4 outils ailleurs, dans d'autres régions, pour d'autres agriculteurs, pour se rapprocher des consommateurs. Alors ça, voilà, on va revenir sur votre modèle de développement après. Donc vous le disiez, quand tout ça est germé, c'est quand même, cette idée est née à un moment donné où vous, éleveurs, producteurs de lait, vous étiez en difficulté, avec une difficulté à se projeter, parce qu'on est en pleine crise du lait depuis quelques années, avec des producteurs qui ne vivent pas correctement de leur travail, auxquels on achète le lait à un prix dérisoire, et il y a tellement d'intermédiaires que souvent la part qui revient à l'éleveur est finalement pas la part la plus importante. Donc on marchait sur la tête, c'est ça que vous dites. C'est ça que vous avez voulu casser quand même. Il y a un système qui était mis en place qui, on va dire, on partait du prix du consommateur et on faisait des soustractions et on donnait à la fin ce qui restait à l'éleveur. La variable d'ajustement, c'était le producteur laitier. Nous, ce qu'on a voulu créer, c'est pas d'être contre le système, mais c'est de proposer un autre choix au consommateur en lui disant, là, le producteur, il a besoin de tel prix pour vivre de son métier, mais en contrepartie, il va faire un lait sans OGM, sans huile de palme, dans une filière bleu blanc cœur,
tracé. Donc on va travailler à la fois sur la nutrition, la santé et l'environnement. Et alors on le paye plus cher à l'arrivée, votre lait? Et en fait, nous, le consommateur. Quand on fait ça, ça a un coût de production pour l'éleveur. Nous, on a un objectif de rémunérer les éleveurs aux alentours de 2 000 € par mois. Donc ça doit donner un prix du lait. Derrière, il y a un coût de la transformation, un coût de la distribution. Et on arrive à un prix final qui est le prix juste, qui est le juste prix du lait pour le consommateur. Donc non, je ne pense pas qu'on le paye plus cher. Aujourd'hui, vu les ventes que l'on a, on est dans le prix du marché. Alors on n'est pas au premier prix, mais le premier prix ne rémunérera jamais l'éleveur. Donc on est au juste prix. Quoi. Vous êtes aussi dans une démarche où il s'agit de dire aux consommateurs, prenez vos responsabilités aussi. Nous, on vous offre un lait. Alors voilà, comme vous le dites, c'est peut-être pas le premier prix, mais vous avez une traçabilité, c'est du local, c'est du lait plutôt de qualité, et on peut vous dire qui le travaille et qui le produit. C'est un petit peu ça. Le consommateur, depuis... alors autant en 2011-2012... on n'en parlait pas beaucoup, mais aujourd'hui, le consommateur, il est devenu acteur. On appelle ça un consommateur. Donc, il fait des choix aussi par rapport, à ses moyens financiers, certes, mais aussi à ses envies. Et aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir d'où ça vient, il veut le manger local, il veut que ça fasse participer aussi l'environnement économique. Aujourd'hui, on a 11 salariés dans la laiterie en direct, mais on fait travailler 20-25 personnes autour, dans les fermes, dans les transporteurs, tout autour. On fait vivre du monde et ça, c'est important pour le territoire. On parlait de crise du lait. Je vais donner quelques chiffres quand même pour qu'on prenne la mesure. Alors, on pourra en donner plein des chiffres. Mais la Chambre d'agriculture nous communiquait le nombre d'élevages de bovins, alors en viande ou en laitière, placés en redressement judiciaire. Et on voit l'évolution. C'est ça qui est intéressant en fait dans ces chiffres. On est passé de 9 élevages concernés par le redressement judiciaire en 2014 à 22 l'an passé. La crise dont on parle, elle est là. C'est-à-dire que de plus en plus d'exploitations sont en difficulté. Un autre chiffre, en 2016, 132 exploitations, on n'est que sur la Loire-Atlantique évidemment, ont demandé un accompagnement à la Chambre d'agriculture. Autour de vous, vous le savez, vous y êtes confrontés, vous en voyez des exploitants qui sont confrontés à ces difficultés récurrentes de l'agriculture, du monde agricole. C'est une réalité, quoi. Ouais, on le vit tous les jours. Attendez, on était dans cette situation-là, les uns les autres, quoi. Sur les 14-15 exploitations que l'on a aujourd'hui, on s'était fait un petit questionnaire entre nous, savoir si on n'avait pas fait la laiterie, où on en serait. Il y a plus de 80% qui auraient arrêté. Parce que là, les chiffres que vous montrez, c'est des chiffres économiques. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas tous les arrêts d'exploitation, tous les gens qui ont décidé d'arrêter l'exploitation, tous les agrandissements. Aujourd'hui, vous avez des fermes qui grossissent et le nombre d'actifs dans chaque exploitation est en train de diminuer. Vous allez avoir des départs en retraite qui sont importants dans les années à venir, avec pas de remplacement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui s'installe pour 10 départs en retraite ou arrêt. C'est une catastrophe, mais pour nos départements, mais pour la France en général, qui était quand même, qui est basée, enfin le pilier, un des piliers de la France, c'est quand même l'agriculture. Tout à fait. Donc aujourd'hui, en France, en exploitation laitière, je crois qu'on était 120 000 exploitations laitières en 99, on est moins de 60 000 aujourd'hui, et on nous annonce moins de 30 000 en 2025. Rien n'est fini, malheureusement. Ça veut dire que quand même, ce que vous avez mis en place avec vos collègues, qui sont tous actionnaires, on le redit, de cette laiterie, c'est une vraie réponse selon vous. D'ailleurs, c'est un de vos objectifs, c'est de faire des petits, au fond. C'est que ça donne des idées ailleurs et que ce modèle-là se duplique. Ça, c'est notre objectif, mais en tout cas, ce n'est pas la réponse. Oui. C'était notre réponse à nous, en se disant, mais on va démontrer que tout ce qu'on a défendu pendant des années en tant qu'agriculteur, dans nos actions, c'était de dire, on va montrer qu'il est possible de faire autrement. Oui, un des objectifs aujourd'hui, ce n'était pas forcément l'objectif de départ de dupliquer. C'est qu'aujourd'hui, on a eu tellement de demandes depuis qu'on a lancé le projet, de personnes, alors aussi bien des distributeurs, aussi bien d'agriculteurs, de consommateurs ou d'élus, qui nous disent « mais nous, on voudrait le même projet dans notre région, dans notre endroit, comment on peut faire ?» Pourquoi ça intéresse les distributeurs ? Pourquoi ? Parce qu'ils récupèrent aujourd'hui un vrai partenariat avec des éleveurs. Bien souvent, on a opposé les producteurs aux distributeurs. On a toujours oublié qu'entre les deux, il y avait des intermédiaires. C'est cela que vous... Et les intermédiaires ont toujours interdit aux producteurs et aux distributeurs de discuter. Nous, ce qu'on a choisi... attendez, soyons clairs. Quand on entend taper sur la tête des grandes surfaces et des grandes et moyennes surfaces, comme quoi c'est eux qui fixent les règles et qui pourrissent tout le marché sur l'alimentaire, vous vous dites c'est pas si simple que ça. Si on mettait en lien plus souvent les distributeurs avec les producteurs en direct, ça se passerait mieux. La preuve, c'est... alors je pense qu'on a été des précurseurs là-dedans. Même on est sorti en septembre 2012 dans les magasins. Depuis, vous avez en lait,
dans le monde du lait, plein de marques qui sont arrivées et qui tiennent le même discours que nous. Je ne sais pas si on nous a copiés, mais tant mieux si on nous a copiés. Ça veut dire qu'en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs pensent que ce qui s'est passé depuis 40 ans, ça a été décidé par des gens qui ne nous voulaient pas forcément du bien, et qu'aujourd'hui, on se reprendra en main en allant directement discuter avec les gens, et qu'on peut trouver des solutions. Le circuit court est une des solutions. Tout ne passe pas par la grande surface, c'est pas ça, mais au moins, on réinvente un commerce. Et je ne veux pas parler d'équitable, mais un commerce juste plutôt, où le citoyen va se retrouver et que chacun de nous, dans la filière, va se prendre en main et être acteur. Alors moi, je suis très naïve. Concrètement, comment ça se passe ici? On va citer des marques. Voilà, vous êtes chez Leclerc, vous êtes chez Super U, par exemple. C'est les deux endroits. C'est les deux endroits où on vous trouve. C'est quand même pas des petits magasins, c'est pas l'épicerie du coin non plus. Vous allez directement traiter avec les gérants des magasins Leclerc ou Super U. Aujourd'hui, dans notre façon de voir, c'est donc les éleveurs, on va directement, et je vais dire pas négocier, mais on va proposer aujourd'hui un vrai projet. On ne va pas vendre du lait. On propose un vrai projet à des gens qui sont des partenaires. Et ils n'essayent pas de grappiller des marges, tout ça, non? Non, parce que quand c'est l'image qu'on a quand même du distributeur. Mais c'est toujours l'image, c'est toujours les préjugés. Oui. Et un des principes chez nous, c'est qu'on ne va jamais avec des préjugés nulle part. Parce que sinon, on ne va pas accepter qu'on ait des préjugés sur les éleveurs. Les éleveurs, c'est considéré... Alors, OK, on produit de l'alimentaire, mais bien souvent, on est considéré comme des pollueurs. On est considérés comme des casseurs parce qu'on voit des manifestations où on va épandre du fumier, jeter des pneus. Non, les préjugés, ça n'a jamais été bon. Aujourd'hui, on va, quand on va en tant que chef d'entreprise, voir des chefs d'entreprise et leur dire, voilà, nous, on ne vient pas vous vendre un produit, mais on vient vous vendre un projet qui va permettre au territoire de vivre, aux consommateurs de se retrouver, à vous aussi de participer à ça. Ils l'entendent, ils y sont réceptifs. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille avec ces deux marques. Ça marche comme ça. Ça fait 6 ans qu'on a développé le projet avec ces gens-là. Ça fait 6 ans qu'on développe le projet avec des consommateurs. En 2015, on a fait un financement participatif. On a levé 1 600 000 euros ce qui est énorme. De financement participatif, soit par les réseaux sociaux, soit en B2B. Le consommateur, il attend que ça. C'est vous qui allez chez Leclerc ou Super U, vous, Fabrice Aigron, d'autres éleveurs, vous avez un service commercial dédié? Alors, on a un service commercial dédié qui est le service fait que par les éleveurs. Donc, chaque éleveur a un magasin référent qu'il suit. Et moi, je vais m'occuper plutôt des centrales et de relations dans la globalité du commerce, mais chaque éleveur a un suivi de magasin à faire avec des animations, un partenariat avec le chef de rayon, avec le directeur et avec l'adhérent ou associé en fonction de si on est chez Leclerc ou chez eux. Alors vous n'êtes pas une coopérative, on pourrait le croire, d'autant que vous reprenez des termes. Un homme égale une voix chez vous, vous dites, dans la société, un homme égale une voix. C'est-à-dire que ce sont les éleveurs, les producteurs qui décident de tout, mais vous n'êtes pas une coopérative. Parce que j'allais dire, les coopératives agricoles, ça existe depuis belle lurette. Très longtemps. Le fait que des producteurs se mettent ensemble, des agriculteurs mutualisent leurs moyens, etc. Voilà. Vous, c'est pas ça? Non, pas du tout. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la coopérative n'est plus ce qu'elle l'est dans les statuts. Les statuts de la coopérative sont très très bien, il n'y a aucun souci. Quand vous avez des coopératives qui aujourd'hui font de national, de l'international, ou quand on appelle, vous êtes obligé de donner votre numéro de producteur, parce qu'on ne vous connaît pas, vous êtes un anonyme. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais qu'on est passé de 120 000 exploitations laitières à moins de 60 000, elles ont participé à ça. Et que si une coopérative respectait ses statuts, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Alors, on va prendre un exemple. Voilà, c'était dans l'actualité. Début février, il y avait des producteurs de lait qui manifestaient devant l'AITA. C'est à Ancenis. C'est une laiterie derrière laquelle il y a 3 coopératives qui se sont regroupées, dont Terrena. Terrena est une des plus importantes coopératives agricoles en France, voire même au-delà de la France. On peut lire d'ailleurs sur le site de Terrena qu'elle est née de la volonté des agriculteurs de valoriser durablement leur production animale et végétale. On entend votre discours, au fond, c'est la même chose. Elle est née de ça, il n'y a aucun problème. Ce jour-là, les producteurs de lait, on les voit là, ils n'étaient pas contents, ils dénonçaient les prix pratiqués, les prix d'achat pratiqués par l'État et donc fixés par Terrena derrière. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans votre aventure, qui jusque-là est formidable, de dérive? Est-ce que vous vous fixez des limites? Parce que peut-être que dans quelques temps, dans quelques années, je ne vous le souhaite pas, mais certains viendront manifester devant chez vous parce que ça aura dérivé. Vous aurez dépassé ce que vous vous étiez fixé au départ. Comment on se prémunit, quoi? Alors ça, c'est une question qu'on se pose quasi tous les jours. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est super important. Je vous dis, il y a un système qui est en place. Le système, il est ce qu'il est. On n'est pas contre. On veut proposer autre chose. Mais proposer autre chose, ça veut dire mettre les moyens de se mettre des barrières. Et une des barrières, c'est de se dire que notre outil,
ne doit pas grandir en termes de volume d'espace, mais être dupliqué. La duplication, justement, c'est un des moyens de garder des outils à taille humaine. Aujourd'hui, la laiterie à Rambouillet, c'est 20 millions de litres de lait. 20 millions de litres de lait, c'est une cinquantaine d'exploitations. 20 millions, excusez-moi, c'est sur quelle période? Sur un an? Sur un an, voilà. Pardon, excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Non, mais il faut donner les bons chiffres. C'est pour ça que nous, maintenant, on parle aussi en centimes du litre, parce que vous ne comprenez jamais rien quand on vous parle en eurotonnes. Bah oui, parce que on achète le lait par 1000 litres, en fait. Hein, et pour les agriculteurs. Voilà. Mais c'est un moyen aussi d'avoir une incompréhension entre des agriculteurs et des consommateurs. Le consommateur, quand il achète un litre de lait, il l'achète entre 0,65 centimes, 65 centimes du litre, jusqu'à 1,10 €. Et l'éleveur dit « mais moi, je ne gagne pas ma vie parce que je vends mon lait 280 €. Comment voulez-vous que l'un et l'autre se comprennent ?» Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses bien à plat. Il y a un tas de gens qui ont, comment vous dire, fait en sorte que le discours il soit incompréhensible de tous. Ça arrange très bien. Aujourd'hui, la coopérative, si elle était restée dans ce que vous me dites, il n'y aurait pas de souci. Les valeurs de base. Les valeurs de base. On a enlevé les hommes, on ne respecte plus l'agriculteur et son travail, mais ce n'est pas que la coopérative, c'est l'ensemble aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire française. C'est pas, voilà. Mais c'est aussi un problème, on va dire, on arrive dans les élections bientôt, politiques. On est en pleine campagne. Qu'est-ce qu'on fait du projet agricole français ? Il n'y a pas de projet agricole. Vous dites qu'il faut remettre l'homme au cœur du projet agricole. Ouais. Et d'ailleurs, vous dites c'est ce que vous avez fait. Vous le revendiquez, ça. Oui. Quand je vous dis que moi, chaque éleveur est responsable d'un magasin, c'est-à-dire que quand un éleveur il arrive, c'est son lait qui est dans la poche. Donc il est fier, au fond. Et puis non seulement il est fier, il est capable de dire comment il l'a fait, comment il est produit, puisque l'outil, en partie, lui appartient. Donc il a la maîtrise de ce qui se passe dans sa chaîne. Donc il peut dire exactement à chaque moment. Avant, combien d'éleveurs aujourd'hui connaissent leur devenir de leurs produits, que ce soit de la viande, du lait, de la céréale, ça part de l'agriculteur et après. Donc on était en train de se dire comment on se prémunit de dérives, de mauvaises évolutions. Vous vous êtes fixé des plafonds en nombre d'actionnaires, par exemple? Alors là, non, mais c'est en taille d'abord. Ouais. Dans le volume, tout à l'heure on parlait de Terrena ou d'autres exemples, quels que soient. Quand vous avez 10 000 éleveurs qui sont regroupés, comment voulez-vous que chaque éleveur connaissent ce qui se passe. On parle de centaines de millions d'euros, voire de milliards. Donc on est noyé dans la masse, quoi. Mais moi, le premier, je ne pourrais pas gérer ce genre de choses. C'est pas gérable. Pour un agriculteur, je suis désolé, ce n'est pas gérable. Donc, on a des agriculteurs qui sont dans le conseil d'administration qui n'ont pas la maîtrise de ça. C'est pas possible. Donc, restons en taille humaine. Dupliquons plutôt en nombre. Ça veut dire qu'il va falloir, excusez-moi, Fabrice Egron, mais déconstruire tout un système. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système à taille humaine, en vrai. Tout à fait. Donc il faut déconstruire un petit peu, quand même. Non, il faut reconstruire un nouveau. C'est ce que vous voulez faire. On n'est pas là pour casser, pour détruire tout ça. On veut démontrer que c'est faisable, que c'est viable et que c'est durable. Donc on va reconstruire un autre projet agricole, à notre taille, à la taille des agriculteurs, à la taille du citoyen et du consommateur. Et aujourd'hui, à Rambouillet, c'est le premier qui doit démontrer la viabilité et la durabilité. Et quand vous dites que vous voulez dupliquer, au fond, alors on pourrait se dire, bah oui, mais ils vont dupliquer, il y aura des petits remouillés partout en France, mais tout ça derrière, dans un même gros groupe, c'est pas ça l'idée. C'est tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut surtout vérifier et garder les valeurs et l'éthique que l'on a. Et après, on veut remettre des éleveurs régionaux à la tête de ça. Donc il y a une sorte de partenariat qu'on doit trouver, qu'on va écrire, qu'on est en train d'écrire. Il y a encore des choses à inventer, vous êtes encore en train d'inventer. C'est pas de dire non, on va taper sur la tête des éleveurs. Non, on veut sortir les éleveurs et on veut leur faire passer de « je ne suis pas capable » à peut-être que c'est faisable parce que d'autres l'ont fait. Et donc pour ça, on a mis en place un système de duplication, de formation, d'accompagnement, de groupes d'éleveurs. On espère très rapidement avoir la Bretagne. Alors voilà, c'était ma question. Où est-ce qu'on va avoir un exemple, un copier-coller, on va dire, de ce que vous avez fait à Rambouillet, sachant qu'à chaque fois, il y aura une particularité, une identité, j'imagine. Mais il faut. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de territoire. On ne parle jamais de terroir. Et les terroirs ne sont pas les mêmes. Et un territoire, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Moi, je suis paysan, mes collègues, on est paysans. Oui. On sait d'où on vient, on a une spécificité locale. On revendique que notre lait, il est différent, parce qu'on a des façons de faire, chacun dans nos endroits, qui sont différents. Donc, il faut accepter ça, il faut que chaque éleveur comprenne ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, quand on industrialise, on fait un produit, un monoproduit qui a plus de goût, plus de saveur, plus de lien avec l'endroit où on est, plus rien. Nous, c'est tout l'inverse qu'on veut faire.
On se dit souvent qu'on n'a rien inventé en fait. On refait juste ce qui s'est fait il y a très longtemps avec les méthodes d'aujourd'hui. Il nous reste même pas une minute déjà, voilà. Ouais. Alors on connaît le lait dans ses poches de lait. Est-ce que de Remouillé va sortir prochainement d'autres produits? Vont sortir, pardon, d'autres produits ou pas? C'est un objectif? Oui, il y a d'autres produits parce que quand on fait du lait, notamment du lait demi-écrémé, on a de la crème qui arrive derrière. Donc là, on vient de valider tous les process pour faire de la crème UHT demain. Bon, bah voilà. Puis d'autres produits, les surprises sont là pour 2017-2018. 2017-2018. Il y a des choses qui vont arriver aussi. Avec une gamme bio ou pas? Pourquoi pas, on y travaille, on regarde ce qui se passe autour de nous et on est à l'écoute en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Aigron en direct des éleveurs. Merci d'être venu nous raconter cette aventure et merci à vous de nous avoir suivis.